L'animation de Fox nous a offert, au fil des années, des méchants hilarants et odieux, allant des brutes de cours de récréation aux robots hédonistes, en passant par de véritables prédateurs. Des bonbons ou un sort? Je suis inscrit comme délinquant sexuel. Nous classons aujourd'hui les méchants emblématiques des dessins animés de Fox, du plus maléfique au pire. Nous débuterons avec les personnages les plus pardonnables avant d'aborder les vrais méchants. Voici ceux qui ne sont pas si terribles. Pour le méchant Fox le moins maléfique, on doit choisir Nelson Muntz des Simpsons. En tant que brute typique de la cour de récréation, il est plutôt inoffensif comparé à la plupart des autres personnages de la liste. Nelson n'est pas un monstre sans cœur, peu importe la vie. C'est un gamin qui vient d'un foyer profondément brisé et qui veut exercer un certain contrôle dans le seul endroit où il pense pouvoir le faire. Mais ça ne fait pas de lui un saint pour autant. Il agresse souvent physiquement ses camarades, même ceux avec qui il est ami, comme Bart ou Martin. Lorsqu'on lui en donne l'occasion, il peut être sincère et gentil. Soyons donc sympas et donnons-lui la dernière place du classement. Espérons qu'il le prenne comme un compliment. Sinon dégage, Nelson. Cet élève est devenu le maître. Après Nelson, voici Frank Grimes, un autre méchant des Simpsons. Mais on n'est même pas sûr qu'il en soit vraiment un. Bien sûr, c'est l'antagoniste d'un des épisodes emblématiques des Simpsons, mais est-il vraiment méchant? Non. Il est cependant arrogant et amer. Ce gars-là a consacré toute sa vie à travailler dur pour avancer, pour finalement se retrouver coincé à travailler sous les ordres de patrons qui se fichaient complètement de qui il était. Quand il a rencontré Homer, un fainéant décontracté qui a mieux réussi que lui, Grimes a craqué, ce qui a causé sa perte. Par exemple, son fils possède une usine. Bien que Grimé ne soit pas méchant, il montrait qu'une vie centrée sur le travail sans loisir n'assure pas le bonheur. Je vis dans une seule pièce au-dessus d'un bowling et en dessous d'un autre bowling. Mais cela vous garantira un esprit amer. Nous ne disons pas que Grimmy aurait dû devenir un ivrogne négligé comme son ennemi juré, mais nous disons qu'il aurait dû prendre une semaine de congé et partir en vacances ou quelque chose comme ça. Il pourrait essayer le kickboxing pour se défouler, avec Ernie le poulet géant de Family Guy comme partenaire d'entraînement. Ce type devait figurer sur la liste. Bien qu'il ne soit pas vraiment un méchant, sa tentative généreuse d'offrir un bon de réduction peut être expirée, à dégénérer en querelle sur place pendant des décennies, prenant une ampleur épique. Je suppose qu'en défense dernier, il n'essaie vraiment de blesser personne d'autre que Peter, mais les moyens qu'il est prêt à employer pour y parvenir restent tout de même assez inquiétants. En mettant de côté l'aspect évident des dégâts matériels massifs, on l'a aussi vu essayer de sortir avec Lois, et que cela fasse ou non partie de sa guerre contre Peter, cela montre qu'il est tout à fait prêt à tromper sa propre femme. Malgré tout cela, Ernie reste un personnage bien plus humain et équilibré que le héros de la série lui-même, donc il mérite d'être classé 3e à partir du haut. Il en va de même pour Connie D'Amico, une autre ennemie de Family Guy. C'est la harceleuse de Meg au lycée James Woods, capable de farces plus cruelles que Nelson, comme piéger Meg à une fête et la forcer à embrasser un cochon. Comme Nelson, elle peut aussi être compatissante. Dans un épisode, elle et Chris ont commencé à sortir ensemble, et elle a commencé à montrer son bon côté jusqu'à ce que Chris fasse une énorme gaffe avec elle. Et quand Peter est ton modèle, on ne peut pas s'attendre à ce que tu sois très respectueux, non? Connie n'est pas une sainte, mais elle peut encore changer et abandonner ses mauvaises habitudes. Donc pour l'instant, elle mérite une place plutôt généreuse sur notre liste. Ensuite, nous avons une autre qui entre tout juste dans la catégorie des méchants. Lenore, the King of the Hill. En réalité, elle est probablement l'exemple parfait de ce qui arriverait si une personne comme Connie ne dépassait jamais son comportement de peste du lycée. Les dégâts causés par cette femme à l'estime de soi de Bill étaient tels que la série y a consacré plusieurs épisodes. C'est une chose de quitter son conjoint pour quelqu'un d'autre, mais disparaître sans même une rupture, c'est d'une cruauté sans nom. Elle n'apparaît en réalité que dans un seul épisode, Hank et le grand ascenseur de verre, où elle revient soudainement dans la vie de Bill, juste au moment où il commence à sortir avec une gouverneure. Elle a montré qu'elle restait la même infidèle et verbalement violente, malgré sa capacité à manipuler Bill au début. Un niveau d'irrespect que même Bill n'aurait pas supporté trop longtemps avant de lui tourner le dos et de la mettre à la porte. Enfin, ajoutons Stewie Griffin des Griffins à cette catégorie. Il est toujours difficile de classer Stewie sur la liste en fonction de la moralité. Principalement parce que le rôle du petit gars a beaucoup changé au fil des années. Au début, Stewie est devenu l'un des personnages les plus drôles et diaboliques des dessins animés pour adultes. Qu'il s'agisse d'essayer sans cesse de tuer sa mère ou de congeler des employés d'aéroport innocents, il franchit presque toutes les limites. Dans les saisons suivantes, Stewie est devenu moins hostile et plus mesquin. Il fait souvent de mauvaises choses, comme laisser mourir son thérapeute, s'inséminer avec l'acide désoxyribonucléique de Brian, ou créer une version maléfique de lui-même qu'il a dû détruire. Franchement, pour le deuxième exemple, c'était quoi ce délire? Eh bien, dans tous les cas,
Le fait est que, malgré le casier judiciaire bien rempli de Stewie, il montre le plus souvent de l'attention envers ses proches et des remords pour ses méfaits. Il a souvent sauvé sa famille, dont Brian dans le nouvel épisode spécial Halloween. Tu m'as choisi et tu m'as sauvé la vie. Étant donné que Stewie a grandi pour devenir un adulte plutôt équilibré dans l'excellente aventure de Stu et Stewie, nous allons le voir de façon optimiste pour l'instant. Passons maintenant au personnage dont le statut de méchant est encore plus évident, mais qui reste intéressant grâce à certaines bonnes qualités. Ces méchants sont mauvais, mais pas sans cœur. Commençons ce niveau avec un autre antagoniste des Simpsons, Argisif. Bien qu'il n'apparaisse que rarement dans la série, Artie a tout de même marqué les esprits en jouant un rôle important dans l'histoire d'amour entre Marge et Homer. Lorsque les deux se sont rencontrés au lycée, Artie était le cavalier original de Marge pour le bal de promo, mais il a fini par la repousser en étant trop insistant. Si ce n'était que cet événement, nous ne verrions sans doute pas Artie comme un méchant. Vous m'avez élu, votre supérieur intellectuel, comme roi. Mais ensuite, plus de 10 ans plus tard, il a décidé de mettre au point un plan pour recréer la soirée de bal du couple afin de pouvoir, espérait-il, l'embrasser de force, tout en sachant parfaitement qu'elle était une femme mariée. Ce désespoir choquerait même Quagmire. Accepte et avance, mec. Jimmy Pesto, premier antagoniste de Bob's Burgers, et le rival commercial de Bob. Imaginez son restaurant comme le sceau de l'enfer face au crabe croustillant de Bob, mais plus prospère et moins méchant. Ne vous y trompez pas, même sans être un super vilain, Jimmy est un menteur, voleur et crétin qui veut juste rendre Bob malheureux, uniquement parce que Bob aime vraiment cuisiner. Jimmy bâcle le travail et essaie souvent d'arnaquer Bob, mais cela échoue car sa cuisine est généralement mauvaise. Apporte ça. Ce n'est pas bon. Il n'est pas beaucoup mieux en tant que père non plus. Au mieux, il néglige ses enfants, et au pire, il écrase carrément leurs rêves devant eux, ou il les utilise comme moyen de pression contre ses petits ennemis. Il n'a pas de grande qualité, mais il n'est pas aussi mauvais que d'autres menaces plus graves, donc on ne peut pas le mettre plus bas. Allons maintenant aux confins de l'espace pour évoquer l'empereur Zing, premier méchant de American Dad. Zing, présent dans un seul épisode, reste un antagoniste marquant, car il est le méchant du voyage spatial involontaire de Jeff. Être trompé est douloureux, même pour un empereur extraterrestre. Cependant, cela ne justifie pas de créer une société où chaque nouvel arrivant est castré et forcé de travailler comme esclave dans un centre commercial spatial à vie, sauf s'il prouve avoir été le partenaire parfait pour son ancien amour. À la décharge de Zing, il accorde un procès même biaisé avant d'opérer et traite apparemment correctement ses employés. Si vous pouvez ignorer toute cette histoire de castration, on peut lui accorder un peu de marge, puisqu'il souffre beaucoup, mais surtout à cause de sa morale différente du fait qu'il soit un extraterrestre. Si Zing pensait qu'un gars sympa comme Jeff était un mauvais partenaire, il s'en donnerait à cœur joie avec Freight Train, aussi connu sous le nom de LeVar Brown. Et je suis LeVar Brown. Vous pouvez m'appeler Freight Train. Freight Train est le père biologique de Cleveland, et si vous avez regardé un épisode de la série Cleveland où il apparaît, il devient vite évident pourquoi on ne parle pas beaucoup de lui. Freight Train a abusé Cleveland physiquement et émotionnellement, lui en voulant pendant des décennies parce qu'il a échoué à un jeu télévisé, il est vrai assez facile, qui aurait pu rendre la famille riche. Si le fait qu'il soit extrêmement mesquin ne suffit pas à vous convaincre qu'il mérite une place aussi basse, peut-être que le fait qu'il ait forcé son fils à se battre contre lui pour obtenir ses cadeaux de Noël vous fera changer d'avis. Malgré ses mauvaises actions, LeVar a parfois des moments où il se rattrape. Après ses infidélités envers Cookie, il a choisi de se racheter et d'être un meilleur mari. Sans oublier qu'il a construit une relation de soutien avec Cleveland Jr., allant jusqu'à soutenir son rêve de devenir danseur de pole dance professionnel. Tu es le seul pole danseur que j'ai vu avec une âme et une saucisse. Ouais, cette série était bizarre, mais le fait que Freight Train ait un peu changé et soit devenu meilleur, à la fin, le distingue de certains méchants classiques. Ensuite, il y a le genre de principal antagoniste de Bob's Burgers, Monsieur Fish Shooter. Il ne lui manque qu'un chat blanc pour être un super méchant. Dans une série aussi légère que Bob's Burgers, il n'y a pas vraiment beaucoup de menaces qui rôdent, mais il y a quand même quelques personnages louches. Calvin Fish Shooter est à bien plus gentil qu'on ne l'attendrait d'un propriétaire dans un dessin animé pour adultes ou d'un propriétaire en général. Il accorde aux Belchers une certaine marge de manœuvre quand ils en ont besoin et semble vraiment les considérer comme des amis. D'un autre côté, c'est l'un de ces types riches. Fish Shooter n'est pas le genre de gars qui essaierait de bloquer le soleil pour gagner un peu plus d'argent, mais c'est le genre de personne qui garderait volontiers ses employés dans de mauvaises conditions de travail pour maximiser les profits. Il a déjà laissé entendre, peut-être en plaisantant, que ses enfants travaillaient dans des mines de charbon, ce qui ne serait pas surprenant de sa part. Il est peut-être sympa avec Bob, mais cela ne fait pas de lui une bonne personne. Il est temps de saluer deux des personnages les plus méchants et mémorables des Simpsons, Patty et Selma. Homer a peut-être touché le gros lot en épousant Marge,
mais il a quand même eu un vrai fardeau à porter avec ses nouvelles belles-sœurs. On sait tous que Omi n'est pas le meilleur mari, mais il essaie souvent. Rien ne justifie à quel point Patty et Selma harcèlent ouvertement cet homme si souvent. Tu dois ramper par terre, comme le chien que tu es. Oui, madame. Leur tourment peut être aussi inoffensif que de l'insulter en général, ou aussi hostile que de le faire chanter carrément. Pour un duo aussi obsédé par le fait qu'Homer n'est pas assez bien pour leur sœur, qu'ils respectent à peine, ils le punissent petit fortement lorsqu'il essaie vraiment d'agir correctement. Elles ne sont pas totalement maléfiques puisqu'elles ont montré un minimum d'attention envers les autres, mais cela n'efface pas leur méchanceté habituelle. Elles ne veulent pas sa mort. Elles veulent juste qu'il souffre. Sans parler de leur fumée secondaire qui a clairement abîmé les cordes vocales de Marge au fil des années. Il n'a pas tort. Bref, assez parlé de tes jérémiades. Parlons de Robert Tubbs, l'ex-mari de Donna et le père de Rollo et Roberta. Je sais qu'on dit souvent ce genre de choses dans cette catégorie, mais Robert est juste un crétin. Tout simplement. C'est un coureur de jupons, un père quasi absent et un escroc prêt à trahir ceux qui l'aident. Il est particulièrement odieux envers Cleveland. Dans un épisode en Freight Train, l'a adopté comme le fils qu'il avait toujours voulu. Mais quand Cleveland a vraiment essayé de créer des liens avec son nouveau demi-frère, Robert a simplement essayé de lui soutirer de l'argent. En plus, il passe peu de temps avec ses enfants, seulement par obligation, et même alors, il les laisse seuls dans son appartement sale d'un quartier défavorisé. Bon sang, dans le tout dernier épisode de la série, non seulement il a couché avec la mère de Donna, mais il a aussi décidé qu'adopter un bébé en Chine serait une bonne idée au lieu d'élever ses propres enfants. Ce type est hilarant et affreux, même en voulant bien faire. Mais enfin, désolé, j'essaie vraiment de trouver des qualités démoniaques ici. Ah d'accord, j'en ai une. Ce n'est pas un dictateur de masse meurtrier. Chose qu'on ne peut pas dire du duc de Solar Opposites. D'accord, ce n'est pas vraiment une série de Fox, mais elle était prévue comme telle et comporte trop de méchants déjantés pour ne pas être mentionné. Prenez le duc par exemple. Dans la première saison, il était le grand méchant de l'intrigue du mur, présenté comme un caïd de la mafia qui a pris le contrôle du mur et n'hésitait pas à tuer quiconque s'opposait à lui, y compris les enfants. Son acte le plus grave a eu lieu en fin de saison, lorsqu'il a inondé les niveaux inférieurs du mur, condamnant probablement des centaines de personnes à la noyade. Cela semble être une raison évidente de le placer bien plus bas dans ce classement. Mais à la décharge du duc, il a trouvé une certaine rédemption lorsqu'il est revenu plus tard, même si ce n'était qu'un peu, comparé à ses crimes. Pendant leur séjour miniaturisé dans le jardin de l'autre, Ringo, oui c'est bien son nom, a aidé à protéger Sherry et son bébé, mourant finalement d'une mort atroce pour vaincre le tristement célèbre Jeff le Possum, afin que les filles puissent survivre un jour de plus. Ses actes dans le mur étaient terribles, mais il n'était pas vraiment lui-même. Et maintenant qu'il a été ressuscité sans aucun souvenir de qui il était, qui peut dire qu'il n'a pas une chance de devenir une meilleure personne? Malheureusement, camarade, machine à tuer. J'ai tué 50 hommes. Cotton Hill n'a pas eu la même chance. Cotton est beaucoup de choses. C'est un criminel de guerre macho, un mari et père terrible. Le clou, il a tué 50 hommes. J'ai tué 50 hommes. Presque chaque fois qu'il en parle, il a l'air plutôt fier de lui. Il est clairement traumatisé par la guerre et exprime parfois des remords. Cela n'excuse pas la quantité d'abus verbaux et le danger pur et simple qu'il fait subir à sa famille. Même mourant, Coton n'a pas dit à son fils qu'il l'aimait. Il n'y a tout simplement aucune excuse pour Coton en tant que père, et à peine pour lui en tant que personne. Ceci dit, il est un bon grand-père, comme le prouve l'affection qu'il a pour Bobby. Dans un épisode, il a pris la responsabilité d'avoir accidentellement incendié l'église de la famille, alors qu'en réalité, c'était Bobby qui l'avait fait. Coton est un vrai salaud, mais il montre parfois assez d'humanité pour te faire douter qu'il soit si mauvais. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'il reparle. Après l'armée et la CIA, vient le directeur adjoint Bullock d'American Dad. Stan et ses collègues font des choses absurdes à la CIA. Mais aucun n'est aussi ouvertement chaotique que le personnage de Patrick Stewart. Il traite la vie des autres, même celle de sa femme, otage des terroristes, durant des années comme jetable. Mais pourquoi ne pas aller la chercher, monsieur? Je ne négocierai pas avec des terroristes. Et cela sans même mentionner le fait qu'il a eu une liaison avec la fille de 19 ans de son employé entre-temps. Il semble parfois se soucier de ses employés, mais tout cela est toujours annulé par sa nature impitoyable et sans scrupules en général. Vous pouvez rester, mais ça va devenir vraiment bizarre. Ensuite, Faye, c'est Bender. Comment ça? Bender n'est pas méchant. Oh, tu es sérieux? Laisse-moi rire plus fort. Ouais, on adore tous Bender, mais on sait aussi que ce robot est une vraie menace pour la société. Bender est extrêmement avide et égoïste. Il vole les autres à peu près aussi souvent que la plupart des gens clignent des yeux. J'adore voler et prendre des choses. Il n'y a aucune limite à la bassesse dont il est capable pour un peu d'argent, allant jusqu'à profaner des tombes ou voler ses amis. Dans un épisode, il a adopté des enfants et les a à peine gardés en vie pour toucher des aides. 12 bébés humains, 1200 wing-wangs. Dans un autre épisode, il a perdu une femme qu'il aimait
et était plus triste d'apprendre que le bracelet en diamant volé était faux. Bender évite de sombrer davantage grâce à 2 traits simples. Il tient à Fry et Leela, même s'il reste généralement un vrai salaud, même avec eux. Et deuxièmement, le fait qu'il soit un robot et qu'il n'ait pas vraiment beaucoup de capacité d'empathie. Un épisode entier porté sur l'installation d'une puce d'empathie chez lui. Et si tu ne penses pas que ça justifie qu'il ne soit pas plus bas, tu peux toujours acheter son cul en métal rutilant. Mort mon cul en métal rutilant. D'une force hédoniste grise et chaotique à une autre, Roger Smith arrive. Comme Bender, Roger n'a de bonne qualité que son affection basique pour sa famille et ses amis, et son espèce ignore la morale humaine. Honnêtement, ils pourraient être de grands amis ou ennemis mortels, on ne sait pas encore. À la décharge de Roger, il est établi dans la série qu'il doit littéralement être méchant dans une certaine mesure, sinon il va littéralement se ratatiner et mourir à cause de l'accumulation toxique. Regarde simplement sa liste de crimes sur le wiki des méchants. Mon Dieu, il y a probablement moins de crimes que Roger n'a pas commis que de crimes qu'il a commis. Il tuera ou couchera avec n'importe qui ou quoi? Oui, vraiment. Ça éveille à son intérêt. Et il n'y a pratiquement aucune limite à ce qu'il est prêt à faire pour obtenir ce qu'il veut. Cela va au-delà de ses agressions habituelles aussi. Quand il a eu un béguin pour aller, il l'a attaché à un lit, puis il a écorché Jeff et a porté sa peau comme un costume pour la séduire, seulement pour perdre immédiatement tout intérêt pour elle et rendre sa peau à Jeff. Roger est aussi extrêmement mesquin. Et si tu lui fais le moindre affront, tu peux être sûr qu'il te le fera payer. Que ce soit en convainquant Steve qu'il est adopté pour se venger d'avoir mangé son cookie, ou en essayant de tuer toute la famille parce qu'ils se sont moqués de lui le jour de son anniversaire, ce qu'il demande, tu sais. Ce gars, c'est juste le chaos pur et incontrôlé. Mais encore une fois, c'est un extraterrestre qui doit être un minimum méchant pour survivre. Au final, Roger aime sa famille, fait preuve de bienveillance, soutient leurs intérêts et leur sauve parfois la vie. Roger tient à eux, même s'il le montre maladroitement, parfois en blessant ou tuant des gens. Revenons au mur, qui va être le prochain. Alors que le duc a eu un arc où il est passé d'un pur psychopathe maléfique à un homme brisé qui voulait faire le bien dans ses derniers instants, Tim, lui, c'était un peu l'inverse. L'opposé solaire, si vous voulez. Bref, Tim dirigeait la rébellion dans le mur, aidant à renverser le duc définitivement. Après avoir réussi à infiltrer son bureau, Tim et Sherry ont découvert un trou qu'ils pouvaient utiliser pour s'échapper complètement du mur. Ce à quoi Tim a répondu en assassinant sa compagne de sang-froid et en la laissant mourir dans la cour, se souciant plus de conserver sa position de pouvoir que d'aider réellement les gens. Il les aide encore un peu, c'est vrai, mais seulement dans la mesure où il garde une certaine influence sur eux. Voici quelqu'un pour qui il faut se battre et mourir. James Woods. Dans l'un des caméos de célébrités les plus bizarres, mais aussi les plus mémorables de l'histoire de Family Guy, ce qui n'est pas peu dire, croyez-moi. Où James Woods s'intègre-t-il dans tout ce plaisir? James Woods était l'un des pires ennemis des Griffins. C'est un yandéré obsédé par Peter, adoptant souvent l'attitude « si je ne t'ai pas, personne ne t'aura ». Dans l'épisode « Et il n'en resta plus aucun », il a changé après avoir été manipulé par Priscilla pour se repentir et tenter de se réconcilier avec ceux qui l'avaient blessé. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour avancer dans sa rédemption, mais c'est bien qu'il ait essayé. Profite bien de ses Reese's Pieces au paradis, je suppose. Très bien, parlons d'un autre personnage dans la catégorie « On ne sait jamais ce qu'il va faire ensuite ». Il s'agit de Glenn Quagmire. Franchement, doit-on vraiment expliquer sa présence? Qui d'autre que Quagmire? Quagmire a sans doute le premier personnage de dessin animé loufoque qui vient à l'esprit de beaucoup. Cet homme est littéralement un violeur en série, et c'est censé être drôle. Il peut avoir tous les bons moments qu'il veut, que ce soit en se moquant de Brian ou en défendant sa sœur contre son fiancé violent, mais rien de tout cela n'efface le fait que Quagmire, qui je vous le rappelle, est un être humain sain d'esprit et parfaitement conscient de ses actes, a agressé sexuellement d'innombrables femmes dans pratiquement toutes ses apparitions. Il n'est pas entièrement mauvais, étant parfois même la voix de la raison parmi ses amis et voisins. Mais Quagmire reste l'une des personnes les plus dangereuses de Kaog. Jolie veste, mais j'y suis immunisé. Et il évite de justesse nos deux dernières catégories grâce à ses quelques traits positifs. Avec Quagmire qui retourne chez lui pour regarder quelques vidéos parfaitement normales sur internet, nous passons maintenant à notre prochaine section. Ce sont les personnages qui frôlent la pure supervilainie. Ce sont les vrais méchants. Le premier dans cette catégorie est le vrai père de Stan Smith, Jack Smith. Personne de sensé n'appellerait Stan un père modèle, mais comparé à son père, ce gâteau-là maîtrise vraiment la chose. Presque tous les flashbacks qui montrent l'enfance de Stan révèlent que son père est une ordure humaine dont les péchés choqueraient même Roger. Il a sans cesse insulté Stan et abandonné la famille pour poursuivre sa vie criminelle. Jack était tellement un bon à rien qu'il a engagé un sans-abri pour faire semblant d'être l'ami imaginaire de Stan afin de ne pas avoir à passer du temps avec lui, tu sais, son propre fils. Tout cela se passe durant l'enfance de Stan.
Même après sa mort, il menace encore sa famille à chaque réapparition. Le plus tristement célèbre, c'est qu'il a possédé Steve, son propre petit-fils, pour réaliser un cambriolage de musée qu'il avait lui-même raté, prêt à ruiner la vie de son petit-fils juste pour flatter son ego une dernière fois. Tu as volé mon corps pour du thé glacé et de la limonade. Même prendre une balle pour Stan une fois ne compense pas ça. Roger est sûrement plus maléfique, mais il aime sa famille, contrairement à Jack. Il ne fait que dire des horreurs sur toi. Mon petit, tout est vrai. Ensuite, voici l'un des plus grands criminels de Springfield. Serpent Jailbird est un homme qui porte bien son nom, et quel nom malheureux c'est. À chaque apparition de Serpent, il commet généralement un vol à main armée. Serpent a sûrement déjà tué, vu la rapidité avec laquelle il dégaine, mais il montre parfois une sensibilité étrange. Il a déjà assisté à une thérapie de couple avec Apu, l'une de ses victimes de vols régulières. Apu, parfois en te volant, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Bien sûr, c'est une blague. Cela montre que Snake se soucie en fait des personnes qu'il vole d'une manière un peu tordue, et ce n'est même pas mentionné son faible apparent pour les animaux. Même les méchants ont des principes, enfin parfois. Il est peut-être moins un criminel ouvert, mais Buck Strickland est un homme dont on se méfierait bien plus que même Snake. Il ne braquerait pas un magasin avec une arme, non par morale, mais parce que ce serait trop contraignant. Buck aime agir discrètement, exploitant au maximum clients et employés, se livrant à la débauche au travail, et en cas de problème, il laisse Hank, son assistant, encaisser à sa place. Ce n'est d'ailleurs pas une exagération, cet homme a littéralement essayé d'accuser Hank de meurtre à une occasion, ce qu'il n'aurait même pas eu à envisager s'il n'avait pas commencé une liaison avec la victime du meurtre en question. Buck sombre davantage en se rapprochant de Bobby. Étant l'escroc sans scrupules qu'il est, il a impliqué Bobby dans ses jeux d'argent illégaux et n'a montré aucune inquiétude pour sa vie. Buck est un loup lubrique et hypocrite déguisé en agneau, et le fait qu'il soit ce qui se rapproche le plus d'une figure paternelle pour Hank est tout simplement triste. D'un homme d'affaires hypocrite à un autre. Voici Diane Simmons, l'ancienne co-présentatrice du journal de la chaîne 5 de Quahog. Diane a vu son poste menacé lorsqu'elle a eu 40 ans et qu'elle allait bientôt être remplacée par une collègue plus jeune. Diane aurait pu faire bien plus dans cette situation, comme soigner davantage son apparence. Elle aurait pu ignorer la situation tant que ce n'était pas un problème. Au lieu de cela, elle a payé une stagiaire pour séduire James Woods, le convaincre de réunir ses ennemis dans son manoir afin de le faire tuer, piéger Tom Tucker et devenir l'unique présentatrice de Channel 5 News. Tout ça parce qu'elle a 40 ans. C'est sa seule motivation, quelle mesquinerie, Roger serait fier. Debbie Grund peut finir en bas du classement, personne ne rejette Timo Grund. Debbie Grund. Debbie était sans doute la méchante d'un épisode la plus marquante de King of the Hill. En tant que l'une des nombreuses maîtresses de Buck, elle a vraiment failli lui faire payer ses actes. Après avoir été larguée par Buck, elle a prévu de séduire Hank, essayant de se jeter sur lui à plusieurs reprises. Quand cela a échoué, elle a voulu tuer Mademoiselle Liz et Buck pour se venger. Puis soit tuer Hank, soit, plus probablement, le faire accuser de tout. En y repensant, je doute qu'une femme qui s'est tirée dessus en fouillant une benne soit assez intelligente pour piéger quelqu'un pour un double meurtre. Ensuite, il y a Gros Tony, à ne pas confondre avec son cousin identique, 5e Tony. Cet homme, chef mafieux typique, commettait tous les crimes liés à ce rôle. Meurtre, torture, chantage pour s'enrichir, lui et ses hommes. Sa plus grande qualité était sa loyauté envers ses hommes. Il est mort d'une crise cardiaque après la trahison d'Homer, mais sa seule qualité en tant que tueur psychopathe est sa loyauté envers d'autres tueurs, ce qui ne lui donne pas beaucoup de crédit. Issu de Futurama, le prochain est Roberto. Si tu pensais que Bender était mauvais, eh bien tu as raison. Mais Roberto est encore pire. C'est un braqueur de banque en série, connu pour prendre des otages afin d'obtenir ce qu'il veut, et le meurtre n'est absolument pas exclu pour lui. Je pense qu'il pourrait plaider la folie puisqu'il a été créé pour être un robot fou. Tu me traites de fou ? Ce type n'a aucune qualité, donc aucune circonstance atténuante. Une motivation tragique rend la plupart des personnages plus sympathiques. Pour Donnie du Cleveland Show, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme d'habitude. La maladresse sociale, c'est une chose. On compatit au manque de talent de Donnie pour les blagues, sa mauvaise compréhension sociale et la méchanceté injustifiée envers lui. Aussi sympathique qu'il semble, Donnie gâche tout en tentant aussitôt de tuer Cleveland après s'être senti offensé. Quand Cleveland est absent, il tente de tuer sa femme et son fils de 14 ans. Le fait que Donnie soit raciste n'est que la cerise sur le gâteau d'une vie déjà dépravée, mais bon, qui sait ? Peut-être que ce type avait juste besoin d'un ami. On ignore pourquoi celui qui disait détester les noirs tenait tant à avoir un ami noir, mais cela aurait pu l'aider. Nous arrivons à la fin de notre avant-dernière catégorie avec Grover Fischoeder. Grover, cousin de Calvin et Félix, est devenu un monstre à cause de leur intimidation et du gaspillage de la fortune familiale, malgré une motivation presque compréhensible. Après avoir tué Cotton Candy Dan et voulu piéger Calvin,
Grover a patienté des années avant de poursuivre son plan. Après que le corps a été déplacé par un ouvrier, prouvant son inquiétante capacité à rester calme longtemps après son crime. Mec, tuer quelqu'un, c'est déjà grave, mais tuer quelqu'un et accorder si peu d'importance à sa vie au point de le considérer comme un simple tremplin pour tes plans de vengeance, c'est un tout autre niveau de dérangement. Il est temps d'aborder l'un des criminels les plus célèbres de l'an 3000, Zap Brannigan. Ce type faisait ses os comme le capitaine Quark de Ratchet et Clank, sans ses rares qualités et avec des défauts aggravés. Zap semble d'abord dragueur et imposteur, mais il empire ensuite. Quand les médias qualifient Zap de héros de guerre, ils évoquent surtout sa propension à sacrifier des soldats dans des combats inutiles, restant lui-même en sécurité dans son vaisseau. Dans l'épisode parodique du Titanic, un vol dont on se souviendra, il vit sûrement son pire moment. Lorsque Zap lui-même pilote le vaisseau trop près d'un trou noir, il proclame fièrement que le capitaine coulera avec son navire, juste avant de promouvoir immédiatement Kif, son assistant et la personne la plus proche d'un ami pour lui, au rang de capitaine, puis de fuir le vaisseau sur le champ. Zap est lâche, méprisable et détestable sur toute la ligne. Même ses rares élans de bonne volonté envers les héros sont surtout des tentatives d'approcher Leela. Au moins, il n'aura plus jamais de succès dans ce domaine. Habituellement joyeux, le Père Noël d'American Dad est pourtant infernal et déjanté, ou un truc du genre. Difficile de lui reprocher sa colère contre les Smiths qui l'ont criblé de balles, même s'il a survécu grâce à la magie de Noël. Ce genre d'expérience peut bouleverser, mais s'acharner à vouloir tuer cette famille, des années après, relève de la psychopathie plutôt que de la frustration. Mais cela ne fait qu'effleurer la gravité de ce type. Cet homme a réduit des enfants en esclavage, les faisant travailler pour faire avancer ses plans secrets de domination mondiale. Bien sûr, il pourrait aider les Smiths à éliminer de temps en temps un de leurs ennemis communs, mais il n'y a vraiment aucun retour possible après ça. Quoi qu'il en soit, il y a encore 10 autres méchants que nous considérons comme encore plus maléfiques. Des méchants auxquels même ce Père Noël n'aurait d'autre choix que d'offrir un tas de charbon. Ces personnages sont foncièrement maléfiques. En 10e place, on trouve Ethan, un méchant mineur de Solar Opposites. Dans un tragique retournement, les efforts de Hulk pour sauver des vies pendant l'avalanche de nerds ont permis à un monstre de céder à ses pires pulsions. Tu m'as sauvé pour que je puisse accomplir mon destin. Ethan souffrait de graves troubles mentaux. Je suis un dieu. Avec une forte envie de tuer des gens et de profaner leurs cadavres, il a fait de son mieux pour utiliser la stimulation physique afin de lutter contre ses pulsions. Après qu'Hulk l'ait sauvé d'une expérience de mort imminente, Ethan a choisi de dire « You only live once » et de suivre ses pires impulsions. Son instabilité mentale rend son classement un peu plus difficile, car même si ses crimes étaient de loin parmi les plus indicibles de toute cette liste, il a au moins essayé au début de résister à l'envie de les commettre. Même ainsi, nous sommes prêts à lui accorder la place la plus enviable parmi les plus irrécupérables. Ensuite, il y a le deuxième plus grand méchant de Futurama, Maman. Experte en relations publiques, Maman se présente comme une porte-parole chaleureuse, attentive à tous ses enfants, humains ou robots. En réalité, c'est une psychopathe violente et impitoyable qui oblige ses propres enfants humains à travailler comme ses hommes de main, les maltraitant physiquement et verbalement au passage. C'est déjà vraiment ignoble, mais pour aggraver les choses, elle rêve aussi de dominer le monde. Alors, rebellez-vous, mes petits, et conquérez la planète. Dans l'épisode Fête des mères, on apprend qu'elle a eu une liaison avec le professeur Farnsworth, mais l'a repoussé après avoir tenté de le convaincre de vendre trop souvent des machines de guerre. Sa revanche viendrait des années plus tard, lorsqu'elle utilisa les antennes qu'elle avait implantées sur ses nombreux enfants robots, y compris Bender, pour provoquer une anarchie totale dans le monde entier, devenant ainsi sa souveraine suprême par procuration. Je voudrais être la souveraine suprême de la Terre. Être un super méchant maniaque est une chose, mais impliquer ses enfants dans ses plans est bien pire. Pour la mise en danger des enfants, Tahiti Bob est un cas encore plus célèbre. Ne vous fiez pas à ses habitudes scolaires. Tahiti Bob, ce n'est pas une blague. Même s'il montre parfois une certaine part d'humanité, ce qui le distingue des personnages qui suivent, tout cela devient nul et non avenu quand on se rappelle que tout son numéro consiste à tenter à plusieurs reprises de tuer un enfant pour se venger d'avoir été dénoncé pour un crime qu'il a réellement commis. Bob, artiste dans l'âme, prend un plaisir malsain à ses tentatives de meurtre, allant jusqu'à vouloir faire exploser Springfield. Ce type est une menace qui ne s'engage jamais dans un véritable changement positif, ce qui le maintient assez bas dans notre classement. Quoi ? Oh oui, toutes ces choses que j'ai faites. Il est enfin temps de parler du méchant le plus diabolique de Futurama, le Père Noël robot. Noël en l'an 3000 diffère beaucoup de la saison joyeuse et festive que nous connaissons. Pour Free et son équipe, ils doivent dû faire face aux attaques du Père Noël robot, qui, une fois par an, la veille de Noël, punit les vilains en les assassinant. C'est déjà grave, mais l'absurdité des critères du Père Noël robot le rend encore plus impitoyable.
Et qui a été vilain? Il existe uniquement pour tenter un massacre annuel. Cependant, il reste l'argument qu'il est un robot programmé ainsi. Il a aussi offert à Zoidberg le bâton sauteur de ses rêves, et être gentil avec Zoidberg mérite quelques points. Ce bâton sauteur a permis de garder Zoidberg. Tu as perdu la femme de tes rêves, mais tu as toujours Zoidberg. Vous avez tous encore Zoidberg. Juste hors du bas du classement, on retrouve le plus célèbre méchant de la Fox, Montgomery Burns. L'univers des dessins animés compte de nombreux patrons amoraux, mais Burns reste le pire. Excellent. Pratiquement tous les défauts qu'un riche pourrait avoir, Monsieur Burns les possède en abondance. De son impact environnemental négatif à ses conditions de travail abominables, jusqu'à vouloir enlever un ours en peluche à un bébé. Non seulement Burns est parfaitement conscient de la nocivité de ses actes, mais il en est fier. L'homme a pleuré de joie en apprenant que sa centrale avait tué de nombreux canards. Excellent. Il est difficile d'imaginer un état d'esprit plus purement maléfique que celui-là, et associé à sa tendance à élaborer des plans dignes des plus grands méchants de dessins animés, cela montre bien que Burns est l'un des méchants les plus purement maléfiques de l'histoire des dessins animés. Mais une action particulière place Carter Pewter Schmidt, le riche prétentieux de Family Guy, au-dessus de son homologue des Simpsons en méchanceté. Raté! Malgré le remords de Carter dans les saisons suivantes, notamment pour avoir mal élevé Lois, cela ne le rachète pas pour tout ce qu'il a fait dans la série. Cet homme trompe des orphelins en prétendant vouloir les adopter, puis verrouille les portes et part en riant. Nous allons dans un orphelinat, choisissons un enfant, remplissons les papiers, mais ne le ramenons pas. C'est hilarant. Cette cruauté le mettrait au niveau de Monsieur Burns, mais il reste en dessous à cause de l'épisode Le vieil homme et le grand C, où Carter, atteint d'un cancer en phase terminale, guérit miraculeusement et de façon suspecte. À la fin, on apprend que Carter a accès au remède contre le cancer, mais le garde secret car selon lui, il est plus rentable de traiter que de guérir le cancer. Le fait qu'il existe probablement des gens comme Carter qui font exactement la même chose en ce moment même fait de lui l'un des personnages les plus méprisables de l'histoire des dessins animés. Mais il en reste 4 que nous jugerions pire. Après Carter, voici le méchant le plus diabolique des Simpsons, Russ Cargill. En tant que méchant du film Les Simpsons, les scénaristes savaient qu'ils devaient créer un antagoniste assez sinistre pour faire pâlir même Monsieur Burns en comparaison. Russ Cargill, chef de l'Agence de protection de l'environnement, installe des dômes géants autour des villes qu'il juge problématiques. Alors qu'il a commencé comme un homme impitoyable dans l'exercice de ses fonctions, ce qui était déjà mauvais mais pas encore totalement diabolique, il a fini par sombrer complètement, tentant carrément de raser Springfield à la bombe nucléaire pour en faire un nouveau Grand Canyon qu'il pourrait utiliser comme attraction touristique. Monsieur, je crains que le pouvoir vous ait rendu fou. Après l'échec de son plan, il a tenté de tuer Homer et Bart pour se consoler, montrant qu'il se satisfait de toute destruction. La médaille de bronze du mal va à la plus diabolique de Solar Opposites, Sir Sisto. Quand vos premiers grands actes consistent à empoisonner un dirigeant politique souffrant de troubles mentaux et à marquer un nourrisson avec un morceau de métal brûlant, vous méritez d'emblée le statut de mal absolu. Sisto, chef de secte tordu, a pris le pouvoir après avoir causé la mort de Tim et a manipulé le mur, torturant et tuant ceux qui s'opposaient ou doutaient d'elle. Elle gardait volontairement le mur à des températures glaciales pour pousser les gens à dire la vérité. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle agissait ainsi. Sûrement pour avoir du contrôle. De toute façon, cette femme était dérangée à tous les niveaux. Se faire écraser instantanément par Jessie était une mort bien moins douloureuse que ce qu'elle méritait. La médaille d'argent du mal revient à Nemo, non pas le poisson fugueur du film Pixar. Nous parlons de l'Antéchrist dans American Dad, un personnage qui est littéralement l'opposé de Jésus, au point de citer les Écritures de façon complètement inversée. Nemo est le personnage de cette liste qui incarne le mieux un super vilain prêt à dominer le monde. Avec des serviteurs partout dans le monde qui agissent comme ses influenceurs, il tord les corps et les esprits des gens pour qu'ils accomplissent sa volonté. Cela inclut Steve, qui souffre encore de cauchemars après avoir été possédé par Nemo, montrant la malveillance durable de cette créature. L'Antéchrist est le mal incarné, et objectivement, il mérite vraiment la médaille d'or. Mais au moins, on s'attendrait à ce que le porte-parole du diable lui-même soit le mal à l'état pur. Quand un humain atteint ce niveau de dépravation, c'est différent. Ainsi, la médaille d'or du mal revient à l'hilarant Herbert, le pervers. Herbert ne cherche pas à dominer le monde par le mal ni à anéantir la population. Et s'il l'avait fait, aucun épisode ne l'a encore montré. Quoi qu'il en soit, il incarne presque le mal absolu dans un dessin animé léger. Le personnage d'Herbert est basé sur son amour des enfants. J'adore les enfants, Charlie et Key.
Il les aime tellement, en fait, que chaque seconde où il apparaît à l'écran est consacrée à le montrer en train de commettre un crime dans ce domaine. Oh, ces merveilleux moments. De rêver de Chris Griffin, son jeune voisin, à suivre Cleveland Jr. jusqu'à Stool Bend dans la série Cleveland, ou même à poursuivre des petits garçons à vélo à vive allure. Herbert est un vieil homme malade et tordu, et le pire, c'est qu'il en est conscient. Comment cela ne serait-il pas un piège? Herbert n'est pas fou. Il est assez intelligent pour savoir quand une opportunité est trop belle pour être vraie, ce qui implique qu'il se réveille depuis des années en se sentant comme P, Didi, et qu'il sait exactement comment manipuler les enfants pour qu'ils le touchent, les attirer dans son sous-sol ou toute autre activité dépravée. Dans le spécial Halloween, il parcourt le quartier en annonçant fièrement qu'il est un délinquant sexuel enregistré. Le fait qu'il soit nonchalant envers la loi et tente sans cesse d'agresser des enfants montre son calme inquiétant et sa pleine conscience de ses pulsions, choisissant sciemment de ne pas y résister. Maintenant, j'en veux plus. Herbert est sans doute le méchant récurrent le plus malveillant créé par Seth MacFarlane, même s'il est hilarant.